Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. C'est à une dizaine de kilomètres de la ville chef-lieu que nous nous rendons cette semaine pour découvrir un village situé à 370 mètres d'altitude et habité par 914 Gironcourtois. Traversé par le canal de l'Est, la commune de Gironcourt a une histoire, un patrimoine et une activité non négligeable. Rencontre avec Lydie Saunier, agricultrice passionnée à la ferme pédagogique de la Bonne Franquette. En fin d'émission, découverte du métier de décoratrice d'intérieur avec Claire-Marie et lui. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Yannick Villemain. Vous êtes maire de la commune depuis 2001, plus de 20 ans à la tête de la commune. Aucune lassitude après 20 ans? Là, vous allez me vieillir lorsque vous parlez de plus de 20 ans, 21 ans au mois de mars. Non, aucune lassitude, toujours le sourire. J'espère le dynamisme pour mes habitants, pour les Gironcourtoises et les Gironcourtois. Je crois que lorsqu'on s'engage dans une collectivité, il faut avoir l'envie, il faut avoir des projets, des idées pour les habitants. Et je pense qu'avec mon équipe municipale, j'en ai encore suffisamment. Est-ce que la fonction a évolué en 20 ans, dans oui. n'importe quel sens, positivement ou négativement? Alors forcément, ça évolue. Positivement, oui, parce qu'on permet d'avoir d'autres leviers avec notamment la communauté d'agglomération d'Épinal. Mais il faut bien reconnaître que lorsqu'on débute il y a une vingtaine d'années et qu'on a la commune de Gironcourt à gérer, on a l'impression que c'est déjà énorme. Mais au fur et à mesure, la communauté de communes Olim-Aval d'Avière, la communauté d'agglomération d'Épinal, les multitudes de réunions, au niveau administratif, la simplification administrative n'est encore pas arrivée, jusqu'à Gironcourt en tous les cas, mais je ne crois pas non plus à l'agglomération d'Épinal ou dans le département. Oui, ça a évolué, on a beaucoup de boulot, on a beaucoup de réunions, mais il ne faut pas se plaindre puisqu'on a choisi d'être élu. Ça, on a choisi d'être élu, personne ne nous force. Alors vous êtes également donc élu au conseil départemental et à l'agglomération d'Épinal. Selon vous, est-ce que c'est important cette triple casquette pour le village de Gironcourt? Pour le territoire, oui, je le pense. La triple casquette, comme vous le dites, ça peut faire cumul de mandats, c'est pas forcément apprécié, mais je le dis avec le sourire parce que je crois que lorsqu'on a un dynamisme, qu'on a de la volonté pour son village, pour son territoire, on peut l'amener sur l'agglomération d'Épinal et sur le département. Et je crois aussi que finalement, c'est l'inverse également. Le département peut apporter pour nos territoires ruraux. Je peux expliquer ce qu'attend un village du département et je peux faire des propositions qui sont pour Gironcourt, mais pour les communes aussi environnantes, notamment du canton. Donc je pense que c'est complémentaire. Alors Gironcourt est un village avec une vie économique, on le voit bien ici, un coiffeur juste derrière nous, une vie associative aussi, encore une école dans la commune, et cette maison de service qui ne cesse de faire des jaloux, je pense. En tous les cas, on n'a pas fait pour faire des jaloux, on a fait pour faire le dynamisme d'un territoire, parce que cette maison de service, maison de santé, c'est pas que pour les habitants de Gironcourt, c'est une zone de chalandise énorme à 15 ou 20 km, mais avoir 15 professionnels de santé sur une commune de 914 habitants, on en est fiers pour nos habitants, pour notre territoire. Ça prouve l'attractivité, ça fait un pôle dynamique avec les commerces qui sont alentour et en plus il y a d'autres projets qui vont se faire juste à côté. Bon, on n'est pas loin, je crois, du projet. Voilà, on n'est pas loin, donc juste à côté, sur cette zone limitrophe, il reste un terrain communal que nous avons, le compromis est signé, mais la vente va se faire. Donc c'est un projet plutôt privé. Notre ostéopathe qui est ici en location va investir le terrain et surtout le traiteur Mademoiselle Dinette qui est à un autre lieu dans sa maison à Gironcourt dans le cadre de son expansion a besoin d'avoir plus de confort de travail et puis donc augmenter sa capacité éventuellement dans sa vie professionnelle et en même temps un projet de faire quelques cellules commerciales. Donc vraiment on a une zone qui est dynamique pour les 3400 véhicules jour qui passent sur cette départementale, donc qui pourra irriguer les territoires à côté. Gironcourt est attractif. Gironcourt, je le pense, est attractif. Puisque vous me parliez de projets, j'en profite aussi sur les projets communaux qui vont démarrer dans quelques semaines avec la poursuite des trottoirs du centre du village direction le voie de Gironcourt et direction avec un sentier piéton pour notre aire de jeu, 1,7 km de travaux avec le conseil départemental, le syndicat des eaux, avec une réflexion de l'enrobé. C'est un gros projet pour nous, communes, en lien avec tous les partenaires que je vais vous évoquer. Donc, vous voyez, j'ai encore du dynamisme avec mon équipe municipale, le sourire, donc je vais pouvoir poursuivre le mandat. Donc on peut dire que tout va bien chez vous, ça va chez vous à Gironcourt? Écoutez, pour moi en tous les cas, ça va.
Pour les habitants, je l'espère, je les reçois de toute façon toujours avec le sourire. Je fais toujours un petit clin d'œil. Le propre d'un bon élu pour moi, c'est de dire non à un habitant avec le sourire, mais de lui expliquer pourquoi. Mais souvent, j'essaye de dire oui, de trouver des solutions. Eh bien, Yannick, merci en tout cas pour votre dynamisme et votre accueil aujourd'hui. Nous continuons, nous, notre découverte de la commune, direction la ferme de la Bonne Franquette. Lydie Saunier est agricultrice passionnée par son métier. Elle le partage aussi avec un large public. La ferme pédagogique permet de découvrir l'envers du décor de cette exploitation familiale où vivent près de 90 vaches. Lydie, merci de nous accueillir à la ferme de la Bonne Franquette. Alors l'agriculture, donc c'est une histoire familiale chez vous, mais pour autant, vous n'avez pas tout de suite été décidée. Aujourd'hui, je suis associée avec mon frère Cyril depuis les années 2000. Et puis ma belle-sœur, l'épouse de mon frère, donc, nous a rejoints depuis le 1er janvier. Et moi, effectivement, mon cursus initial scolaire s'est fait dans les arts appliqués. Et puis, j'avais toujours l'agriculture Je suis née dedans, voilà, on ne peut pas faire autrement. Mes parents m'ont filé le virus. Et un jour ou l'autre, on se dit que finalement, pourquoi aller chercher plus loin ce qu'on a ici à portée de main. Voilà, moi, je suis bien ici, épanouie avec le métier que je fais, dans le cadre où je suis. Et quoi demander de plus? Donc finalement, l'agriculture est revenue. Donc une exploitation familiale, je disais, des vaches donc laitières, avec des quantités assez importantes quand même. Oui, on a un troupeau de 90 laitières. On fait à peu près 700 000 litres de lait par an, qui est tout transformé à la coopérative de l'Ermitage pour faire du bon fromage à Vignéville. Alors il y a plusieurs années, vous vous êtes regroupés avec d'autres exploitants agricoles pour monter une unité de méthanisation. Quel était l'objectif pour vous? C'était un passage primordial, indispensable? Il y a eu plusieurs motivations qui nous ont amenés à réfléchir autour de ce projet et à se mettre à plusieurs. Déjà, il y a un souci de diversification. On avait toutes ces mêmes problématiques sur nos fermes, ou à un moment, comment on peut compléter notre revenu, qui certaines années est un petit peu limite. Donc voilà, conforter économiquement nos exploitations en faisant une diversification. Donc nous, c'est une unité de méthanisation où on valorise en gaz de ville, puisqu'il est injecté dans le réseau d'Épinal. Et c'est essentiellement à base des effluents du fumier de nos vaches, du lisier de nos vaches. Donc il y avait aussi cette logique dans notre système, c'était comment valoriser nos fumiers. Donc on va jusqu'au bout du cycle. Jusqu'au bout de la démarche, c'est ça. Voilà, donc économie circulaire, voilà, et puis c'est renouvelable aussi, voilà, donc dans un souci aussi environnemental, c'est ça aussi qui nous a motivés. Il y avait aussi l'idée de travailler ensemble, en collectif. Ça c'est quelque chose qui est aussi dans nos gènes, que nous ont aussi transmis nos parents et qu'on avait aussi à cœur de, voilà, et ça a tout son sens, et donc c'est en fonction depuis une paire d'années maintenant. Est-ce que le métier d'agriculteur a évolué depuis les 20 dernières années? Oui, parce que vous voyez, moi je suis installée depuis 2002. J'étais loin d'imaginer que 10 ans après, on aurait troqué notre salle de traite contre un robot de traite. Et puis que quelques années après, on se serait lancé dans la méthanisation. Mais c'est aussi ce qui est motivant justement dans notre métier. Et comme le rappelle souvent papa, il dit moi à l'école d'agriculture, j'ai appris à refaire les harnais de chevaux. Il dit je me suis installé, j'ai acheté mon premier tracteur, j'ai plus jamais de chevaux. Donc, mais c'est ça aussi qui est, voilà, on se remet toujours en cause parce que les nouvelles technologies, le progrès nous aident aussi à déjà améliorer nos conditions de travail. Bien sûr. Parce que c'est quand même un travail très physique. C'est ce que vous expliquez aussi au travers de la ferme pédagogique, quand vous allez à la rencontre des personnes, des enfants, pas que des enfants, il y a des personnes âgées, il y a vraiment de tout. Qu'est-ce qui définit aujourd'hui une bonne ferme pédagogique? C'est déjà tout simplement ouvrir nos portes pour expliquer ce qu'on fait, comment on le fait, faire savoir ou savoir-faire. Ni plus ni moins. Parce que c'est vrai aussi des fois, le consommateur est un peu éloigné de la réalité. Voilà, une vache, pour avoir du lait, c'est pas une brique dans le magasin. Avant, il a fallu que je m'occupe tous les jours de mes vaches et qu'on les traite 2 fois par jour, qu'elles donnent un petit mot pour donner du lait. Donc il y a toutes ces choses à expliquer ou à réexpliquer. Donc beaucoup de pédagogie, mais pour moi une ferme pédagogique aussi, c'est avant tout, moi, c'est une activité économique. Je vis de mon métier d'agricultrice. C'est pas j'ai une poule, un lapin, un lama, un perroquet. Non, moi mon activité économique, c'est l'agriculture. Voilà, mais donc mon lait, ma viande, mes céréales que je commercialise, le gaz que l'on vend aussi. Mais voilà, c'est avant tout notre activité principale qui nous fait vivre. Voilà, on n'est pas ici dans un zoo où vous allez pouvoir voir un animal de... Non, on reflète notre activité, on explique notre activité. À quel public alors? Des écoles, des de 2 à 96 ans. Voilà. Donc, 97, on arrête. Mais non, mais j'ai pas encore eu l'occasion de faire un anniversaire d'un centenaire, mais j'appelle la candidature, il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci. Non, mais ça montre aussi la diversité des publics parce qu'on travaille aussi avec les scolaires. Je travaille aussi beaucoup avec des personnes à handicap, alors que ce soit les IME, les autistes, les trisomiques, et où là, il se passe des choses avec les animaux vraiment autour de la médiation par l'animal. On va travailler avec les maisons de retraite. Est-ce que c'est un public qui s'y connaît de plus en plus ou au contraire, est-ce qu'on s'éloigne un petit peu? Est-ce que les enfants savent justement d'où vient le lait? Malheureusement, il y a une certaine mouvance qui communique pas dans le bon sens, qui voudrait expliquer notre métier à notre place. Enfin, qui sait mieux que nous, qui peut transmettre et expliquer ce qu'on fait au quotidien, quoi. Et il y a beaucoup de clichés, il y a beaucoup de... On m'a dit que, mais on ne sait plus, mais enfin voilà, donc on se rend compte qu'il y a encore aujourd'hui et que la communication est vraiment indispensable au quotidien. Il faut sans cesse. Il y a encore beaucoup de travail alors sur cet aspect-là en tout cas. Bon, on s'occupe, comme ça il n'y a pas de souci. Et puis c'est toujours enrichissant voilà, de rencontrer aussi, de confronter aussi ces regards et justement des gens qui vous disent « Ah bon, c'est ça, mais on ne se rendait pas compte ». Bon, on ressent bien en tout cas la passion dans vos paroles. Merci Lydie de nous avoir accueillis ici à la ferme de la Bonne Franquette. C'est moi. Nous continuons notre émission, nous allons parler décoration d'intérieur. Conseil, relooking ou homestaging, des prestations que propose Claire-Marie et lui, du dessin au coup de marteau et la peinture, la décoratrice d'intérieur fait tout elle-même. Explication. Claire-Marie, merci de nous accueillir ici alors dans une cuisine que vous avez repensée complètement. Expliquez-nous, de quoi vous partez? La cuisine, l'idée c'était de la rendre beaucoup plus accueillante et beaucoup plus moderne, beaucoup plus douce aussi. Tout y passe, le plafond, les murs, le sol et aussi les éléments de cuisine. Avant c'était en formica, le sol est encore en cours, donc on peut voir le vieux carrelage qui va être repeint. Et tout est refait de A à Z. Voilà, vous avez tout repensé complètement. Alors ça passe par quoi? Des dessins, des planches d'inspiration? Quelles sont les démarches? Déjà trouver l'idée première, l'envie, ce qui fait plaisir, ce dans quoi on va se sentir bien. Ça part d'un détail souvent. Là c'est la tapisserie. Alors après, il faut tout imaginer, donc une planche tendance, comme vous dites, pour associer les couleurs entre elles, voir quelles couleurs on met, où on les met. Et après, il faut se retrousser les manches complètement, faire le travail d'un peintre en fait. Parce que voilà, finalement, être décoratrice d'intérieur, c'est avoir plusieurs cordes à son arc. Vous faites tout ou presque. Oui. Alors, il y a peut-être des décoratrices dans des grandes villes qui peuvent se permettre de faire que des planches tendances, des croquis, des plans 3D et tout. Ici, on reste dans les Vosges quand même, donc il faut être polyvalent. Alors, le relooking est très tendance ces dernières années, on en parle de plus en plus. Est-ce que c'est un constat que vous faites aussi? Finalement, on garde ces vieux meubles, on préfère les relooker plutôt que de les jeter, on leur offre une seconde vie? Oui, je le vois, les gens viennent un peu vers moi pour ça. Souvent, ils récupèrent des vieux meubles en bois très foncé et ont envie de le moderniser. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à la décoration d'intérieur? Avant, vous travailliez dans un cabinet notarial, puis vous vous êtes dirigé vers la décoration d'intérieur. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a toujours intéressé ou c'est arrivé comme ça, du jour au lendemain? Non, j'ai toujours voulu faire de la décoration et de la peinture. Quand j'étais petite, mes grandes vacances, je les passais à restaurer des meubles, enfin à relooker plutôt des meubles dans le garage de mes parents. Donc j'ai toujours voulu faire ça. Mais bon, il y a toujours quand même dans la tête que c'est pas un vrai métier et tout ça. Donc j'ai fait des longues études très sérieuses. J'ai travaillé dans ce milieu juridique et au bout d'un moment, non. C'était pas possible, c'était pas ce qui vous convenait en tout cas. Voilà, fallait arrêter vraiment. Et j'avais envie de faire ce que j'aime tous les jours en me levant le matin. Donc je me suis formée et je me suis installée à mon compte. Alors justement, comment on se forme pour être décoratrice d'intérieur? Alors, je me suis formée pour être décoratrice et pour être peintre aussi, vu que je fais les deux. Donc, pour être décoratrice, j'ai fait une formation à distance. C'est un BTS, design d'espace. Et après, pour la partie peinture, j'ai fait tout simplement l'AFPA à Golbet. Donc, je suis passée du notariat à l'AFPA. À l'AFPA, donc voilà, c'était vraiment une formation là, brute, peinture, oui. Peintre en bâtiment ou... Peintre en bâtiment. Peintre en bâtiment, oui. D'accord. Quelles sont les qualités d'une bonne décoratrice d'intérieur? Savoir deviner ce qui fera plaisir, savoir mettre d'accord les gens aussi, parce que quand on arrive chez un couple que monsieur veut du jaune et madame du vert, c'est compliqué. Voilà, c'est de la psychologie parfois. Faut être médiateur aussi. Oui, voilà, mais on y arrive et c'est chouette, c'est des beaux défis.
c'est des beaux défis. Bonne continuation dans vos projets. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans votre cuisine en train d'être faite. On précise qu'elle n'est pas terminée. Oui. Notre émission, nous, est terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien et je vous dis à très bientôt. Branche, puis trait. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.